Cinézoom, c'est, comment dire, c'est énorme. C'est une émission qui donne la parole aux artistes, c'est pas seulement les comédiens, mais qui donne la parole aux artistes en général. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, je dirais juste c'est énorme, Cinézoom. C'est maintenant. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de Cinézoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site cinézoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas. Les Zoom Ciné 32e. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bienvenue dans cette nouvelle émission. Une émission très chargée. Une émission hebdomadaire sur Radio Soleil Provençal composée de bandes originales, de bandes annonces, d'interviews de ceux qui font l'actu ou qui l'ont faite, que nous avons rencontré pour vous. Le sommaire de ce mercredi 24 avril. Alors cette semaine, nos rencontres dans les Zoom Ciné pour les films sortant aujourd'hui dans les salles. 7 films sélectionnés. Vous entendrez Olivier Casas et Michel de Robert pour le film Frères. Ivan Kalberak pour N'avoue jamais, Luana Bajrami pour Notre Monde. Nous les avons rencontrés aux Rencontres du Sud dernièrement. Et vous entendrez aussi Leila Kilani pour Indivision, qui, elle, nous l'avons rencontrée aux Rencontres de Gérard May. Dans cette émission également, Zoom Ciné sur les autres films sortis ce jour. Il sera question du film Le Déserteur, de Back to Black et de Que notre joie demeure, nos zooms coups de pouce de la semaine. Il sera aussi question, dans cette émission, des zooms ciné sur les films télédiffusés sur les chaînes qui ne pratiquent pas les coupes publicitaires. 7 films sélectionnés aussi. Les zooms ciné sur les avant-premières et les séances spéciales dans les salles partenaires ou pas. Vous pourrez composer le 06 09 17 41 64 et nous vous offrirons aujourd'hui des places pour l'avant-première de Fall Guy. Restez bien à l'écoute quand nous parlerons de ce film, eh bien, vous pourrez nous téléphoner. Les Zooms Ciné sur les stages et ateliers de Cinézoom et de Cinéma Format, ainsi que nos informations et formations à la Cité des Métiers à Marseille, nouveau partenaire de Cinézoom. Commençons avec Benoît et sa rubrique de cinézik.fr, le spécialiste de la musique de film sur le net. Il nous parle et nous fait écouter la bande originale du film Borgo. Bonjour Benoît. Bonjour à toutes et tous. Le coup de cœur musical de Cinézik cette semaine, parmi les films à l'affiche, met à l'honneur un compositeur majeur du cinéma français, Philippe Sard, pour Borgo, très beau film et puissant de Stéphane de Moustier avec Afsia Herzi en gardienne de prison. On ne le présente plus, Philippe Sard, 54 ans de carrière depuis Les choses de la vie de Claude Sautet en 1970. Et tous les films de Sautet ensuite, 250 musiques de films au compteur, dont La guerre du feu et l'ours de Jean-Jacques Hano, Flic ou voyou et la valise de Georges Lautner, et récipiendaire d'un César pour Barocco avec Adjani. Il signe son grand retour au cinéma après L'homme fidèle de Louis Garrel en 2018. Il fait la rencontre ici de Stéphane de Moustier pour son 3e film de fiction, dans le registre du film policier, genre qu'il a pratiqué avec Le choix des armes ou encore Mort d'un pourri. Sa musique crée ici une atmosphère à la fois tragique, romanesque et intime pour raconter l'histoire de Mélissa, Afsia Herzi, une surveillante de prison en Corse, proche de ses détenus, à qui elle rend de petits services. Peu à peu, la partition évolue vers le thriller alors que les règles de détention se durcissent et qu'un engrenage commence à se resserrer autour de la jeune femme. On entend cet engrenage à travers des motifs en boucle, évoluant comme des vagues. Écoutons cette musique de Philippe Sard pour Borgo de Stéphane de Moustier.
Les Zooms Ciné sur les sorties dans les salles de ce mercredi. Le Déserteur, un film israélien réalisé par Danny Rosenberg. C'est l'histoire de Shlomi, un soldat israélien de 18 ans qui fuit le champ de bataille pour rejoindre sa petite amie à Tel Aviv. Errant dans une ville à la fois paranoïaque et insouciante, il finit par découvrir que l'armée à sa recherche est convaincue qu'il a été kidnappé. Un voyage haletant, une ode à une jeunesse qui se bat contre des idéaux qui ne sont pas les siens. Les Zooms Ciné sur les films qui sont télédiffusés sans coupe publicitaire. Alors nous avons rajouté dans nos sélections, désormais pour ceux qui possèdent, et vous êtes nombreux à posséder la box de Bouygues, eh bien il y a une chaîne qui est sans publicité, qui n'entrecoupe pas les films, il n'y a même pas de publicité entre les films, entre rien, c'est Driving, qui donc est consacré uniquement à des films vintage ou avec des grands classiques du cinéma. Et nous allons commencer le vendredi 26 pour vous proposer Le chanteur de jazz, un film qui a été réalisé en 1927, qui fait partie de l'histoire du cinéma, puisque c'est le premier film parlant et chantant. Un film de Alan Crosland avec Al Johnson. Nous écoutons un petit extrait de la BO du film et c'est Al Johnson qui chante. Mama, stop now. You're getting kittenish. Mama, listen, I'm going to sing this like I will if I go on the stage, you know, with this show. I'm going to sing it jazzy. Now get this. Blue sky, smiling at me, me. Nothing but little blue skies. Do I see? Do. Bluebird singing a song. Nothing but little bluebird all day long. You like that slapping business? Never saw the sun shining so bright. Never saw things. Vendredi 26 à 21h sur la chaîne Driving si vous possédez la box de Bouygues. Les Zooms Ciné sur les films sortis dans les salles ce mercredi. Back to Black, un biopic musical. Vous connaissez tous la chanteuse qui est morte prématurément, trop jeune, Amy Winehouse. Eh bien, ce biopic lui est consacré. C'est Marisa Abela qui interprète Amy Winehouse, et le film retrace la vie et la musique d'Amy Winehouse à travers la création de l'un de ses albums les plus iconiques de notre temps, inspiré par son histoire d'amour passionnée et tourmentée avec Black Fielder Civil. Cet album, bien sûr, c'était Back to Black. Nous allons écouter la chanson originale de l'époque, interprétée par Amy Winehouse, Back to Black. Amy Winehouse qui avait une voix fabuleuse, prodigieuse, superbe. Les superlatifs ne manquent pas. Allez, faisons-nous plaisir pendant quelques minutes. I go back to black.
Zoom Ciné sur les films qui sont télédiffusés sans coupe publicitaire. Une première diffusion à 21 h le vendredi 26 sur Canal+, Une année difficile, le film d'Olivier Nakache et d'Éric Toledano, qu'ils ont réalisé en 2023. Et donc c'est une première vision, comme je le disais, et je n'ai pas besoin d'en parler plus. Donc je crois que vous avez beaucoup entendu parler de ce film, vous avez entendu les entretiens que nous avons eus dans cette émission si vous êtes fidèles, et sinon vous pouvez aller l'écouter cet entretien sur notre chaîne YouTube Cinézoom 2 Gérard Chargé. Pour illustrer cette télédiffusion, eh bien, écoutons la bande originale. Et dans la bande originale, on entend la chanson Little Wing par Jimi Hendrix. With a circus mind that's running wild, butterflies and zebras and moonbeams and a fairy tales. That's all she ever thinks of. Riding with the wind. When I'm sad, she comes to me with 1,000 smiles. She gives to me free. It's alright, she said, it's alright. Take anything you want from me. Anything. Fly on, little Les Zoom Ciné sur les films sortis dans les salles. Frères, un film réalisé par Olivier Casas. C'est une histoire touchante, j'ai vu le film, c'est incroyable mais c'est vrai. Même si c'est impensable, à l'époque, beaucoup d'enfants étaient livrés à eux-mêmes et devaient survivre. Un destin incroyable pour ces frères, unis dans une complicité à toute épreuve. Ils ont vécu pendant 7 ans dans la forêt. C'était 2 garçons à l'époque qui avaient 5 et 7 ans. Et ils se retrouvent donc par la suite. On se laisse emporter par le récit et par ce besoin qu'ont les 2 hommes à se retrouver loin du monde dans lequel ils évoluent aujourd'hui. Les épreuves telles que celle-ci laissent des traces à jamais. Surtout aux protagonistes, mais nous sommes touchés et émus par cette très belle histoire. Nous avons donc rencontré Olivier Casas, le réalisateur. Il était accompagné par Michel de Robert, la personne réelle dont est inspirée l'histoire. Nous les avons rencontrés aux Rencontres du Sud, en Avignon. Vous voyez, ce film, c'est une fratrie. Mon frère, pour moi, ça a été toute ma vie. Et je peux le dire aujourd'hui, Olivier, c'est un jeune homme, il est jeune pour moi. Mais j'ai retrouvé un frère dans cette histoire, vous comprenez? Donc effectivement, vous avez raison de poser la question, je crois que ça existe parce que là aussi, il y a eu 2 personnalités différentes, 2 perceptions différentes des choses. Et que, bon, ça s'est bien tombé, quoi. Parce qu'il va vous dire comment j'ai démarré pour lui raconter ça, il va vous raconter. Ça va rejoindre peut-être la question que je voulais poser, donc je voulais vous la poser à tous les deux. Est-ce que, justement, c'est devenu justement maintenant une œuvre cinématographique? C'est vrai qu'on peut faire la distanciation entre comme vous disiez, avec la vie réelle, mais en même temps, est-ce que vous pensez tous les deux que l'angle d'attaque pour raconter cette histoire, c'est le meilleur que vous ayez trouvé, ou est-ce que vous avez cherché pendant longtemps? Comment moi j'aimerais bien le savoir. Pour aborder l'histoire? Oui, pour aborder l'histoire de cette façon-là. Oui. Pour moi, ce qui était essentiel, c'est passer la sidération de découvrir
l'histoire de Michel et Patrice petits et leur survie, j'ai été très vite happé par la façon dont il parlait de Patrice et de son frère et ce lien et cet amour infini qui les unit et qui les unira toujours. C'est vraiment ça qui m'a apporté, qui m'a donné envie de faire ce film parce que moi je venais juste d'être papa, j'avais un fils qui avait à peine 3 ans et je venais de découvrir ce moment où votre vie change parce que vous découvrez un amour infini, comme ça il y a quelque chose où on se dit, plein de moments j'étais encore dans la période où je me disais, je savais pas que je pouvais autant aimer un être que ça, ce moment où vous devenez parent et il y a tout qui s'ouvre comme ça et quand Michel m'a parlé de Patrice, j'ai eu le sentiment qu'ils s'étaient aimés encore plus, qu'ils avaient touché à un infini encore plus grand à ce niveau-là. Et c'est ça qui m'a le plus bouleversé en fait quand j'ai découvert son histoire. Beaucoup plus que le côté extraordinaire de leur survie, parce que finalement, le cœur de leur survie, il n'a tenu pour moi que par la symbiose et par un amour infini qui les rendait indestructibles en fait. Et c'est ça que j'avais envie de raconter. Et la porte d'entrée pour moi c'était vraiment aussi qu'il y ait de la lumière, parce que ce qui est fabuleux je trouve dans leur histoire et l'histoire du film, c'est que quand vous dites 2 enfants abandonnés qui ont passé 7 ans en forêt, le réflexe c'est de dire les pauvres ça a dû être terrible. Finalement non, parce qu'ils ont eu des problèmes avant, ils ont eu des problèmes après. Certes, il y a eu des difficultés pendant, mais qu'est-ce qu'ils ont été bien, qu'est-ce qu'ils ont été heureux, et ils ont touché un niveau de bonheur et un nirvana que peu d'êtres humains auront l'occasion d'appréhender dans leur existence. Et donc c'est là que je trouve que l'histoire est sublime, c'est que au milieu de toutes ces complexités, il y a une lumière folle qui s'en dégage. Et c'est ça qui m'a vraiment emporté et qui m'a donné envie de tirer les fils, comme dit Michel, parce qu'au départ c'est vrai que quand Michel me l'a raconté, c'était un quart d'heure et ça s'arrêtait là, quoi. Il n'avait pas envie voilà. Et je suis revenu en lui reparlant et puis petit à petit on a tiré un fil puis un autre et puis on a aussi commencé à construire une histoire qui est la nôtre aujourd'hui. Voilà, moi c'est le frère que j'ai pas eu, je suis fils unique, donc ça c'est ce cadeau aussi. Bien au-delà du film, il y a aussi ce cadeau-là aujourd'hui. C'est aussi simple que ça, on nous a pas cherché, donc forcément on nous a pas trouvé. Et il n'y avait personne, il n'y avait pas de parents, il n'y avait rien. On était rien. Et des enfants après la guerre, alors moi de souvenirs donc, qui sont 9-10 ans, hein, où là on est déjà, bon après ce qu'on a vécu, on est quand même déjà construit, on va dire. Des enfants qui circulaient dans les villages, je m'en souviens très bien. Ils étaient plus âgés que nous, ils avaient 12, 13, 14 ans, et ils allaient de village en village chercher du travail chez le garagiste, chez le menuisier, mais on en voyait passer. Des enfants qui étaient mis comme ça aussi dans Home d'enfants, ce fameux Home d'enfants où on était. Il y en avait jusqu'à l'âge de 8-9 ans, il y en avait. Et je veux dire, c'était pas du tout... Il y avait des enfants dans les rues à Paris. Il y avait des enfants à Paris, des enfants des rues, il y avait des enfants dans les rues. Il y avait des enfants dans les villages, il y avait des enfants sur la route, dans les campagnes. Et personne ne leur demandait quoi que ce soit. On ne disait pas, mais là, t'as pas de papa, t'as pas de maman. Bon, aujourd'hui, c'est la première chose qu'on m'a demandé. Mais là... Nous, quand on est revenu vers le village, hein, à 6 ans, à 7 ans, 8 ans, quand on a commencé à revenir vers le village, on avait soit on nous jetait des pierres, soit il y en a qui nous ont tendu la main, bon, comme celui que vous voyez dans le film, c'est vrai, on est en train de faire cette plate, etc. C'est vrai qu'il vient, et donc c'est quelqu'un c'est la première fois que quelqu'un nous arrive doucement vers nous et nous appréhende pas violemment. Parce qu'autrement c'est excusez-moi, mais je veux dire c'est foutez le camp, etc. C'est ça. C'est-à-dire on est chassé. Parce que les gens ont un peu peur. On explique que la nourriture c'était pas un gros problème, ça a été un gros problème tout petit.
Mais très vite, on a réussi à se débrouiller. S'il n'y avait pas eu la myxomatose, il y avait des lapins, on arrivait à attraper des lapins, on allait chaparder des poules la nuit, et puis voler des œufs dans les poulaillers des fermes. Il y avait des arbres fruitiers, il y avait des potagers, il y avait donc collecter entre guillemets de la nourriture, c'est pas le gros problème. Le gros problème, c'est le froid et la pluie. C'est ça qui était le vrai problème dans la survie. La souffrance qu'on a eue, c'était le froid et la pluie. Donc c'était là où il fallait trouver des solutions pour pouvoir s'en sortir par rapport à ça. Et heureusement, on est demi-frères avec Patrice. Hein, on est de deux pères différents. On avait deux personnalités complètement différentes, mais parfaitement complémentaires. Patrice était un enfant espiègle, débrouillard, capable d'escalader, de faire un petit peu tout. C'est lui qui allait chaparder dans le poulailler, etc. Et moi, je faisais attention, mais c'est lui qui faisait tout ça. Et en fait, moi, j'étais on va dire la cheville ouvrière, c'est-à-dire qu'en fait, je faisais tout. Je faisais tout. Il allait à la casse automobile, il me ramenait des morceaux de tissu, il me ramenait des fils de cuivre, il me ramenait du métal, il me ramenait tout. Et avec tout ça, je me débrouillais. Les bidons d'huile que j'écrasais, que j'aplatissais pour faire les tuiles de la dernière cabane, c'est vrai. J'ai vraiment construit cette cabane pour pas que ça fuit avec les bidons aplatis comme ça pour faire la couverture de la cabane. Donc lui, il allait me collecter tous les bidons, puis il arrivait, il me dit « Regarde, j'en ai trouvé plein et tout, c'est super !» Donc en fait, ce que disait tout à l'heure Olivier, c'était en même temps, tout était moment de bonheur. Dès qu'on ramenait quelque chose, qu'on trouvait quelque chose, qu'on avait quelque chose à manger, qu'on avait... Il y a une séquence, moi, qui me touche beaucoup, c'est la rencontre justement avec les gens du voyage. Est-ce que c'est une histoire vraie? Est-ce que c'est vrai? Et qu'est-ce que ça a changé dans votre appréhension de vivre isolé comme ça? Et bien là, je pense que les mamans, elles vont comprendre tout de suite. C'est que quand on est arrivé vers les Gitans, ce sont des gens qui adorent les enfants. Et nous, on est un petit peu en bagarre, on se regardait en chien de faïence avec les gamins, des Gitans. Et finalement, ils s'aperçoivent qu'on est capable d'attraper des truites à la main, on est capable on a une agilité extraordinaire, etc. Donc du coup, on fait ami-ami. On les a vus, ces Gitans, je ne sais plus si c'est 2 fois ou 3 fois, mais ils partaient pour les Saintes-Maries de la Mer, donc on les a croisés, je pense, 2 années de suite, parce que j'ai mémoire de temps. Et moi, la gitane, en fait, dans le film, je mets ma tête sur ses jambes, et dans la réalité, en fait, on va le soir, et les garçons nous disent venez le soir, etc., autour du feu avec nous, donc ils jouent de la guitare, ils chantent, ils font, tout le monde mange à sa faim, c'est le cas de le dire, et cette femme, je vais vers elle, et elle me prend et elle me serre dans ses bras, elle me serre vraiment contre elle comme ça. Et ce sentiment d'être pris dans les bras par une femme, c'est pour moi, c'est pour ça que j'ai voulu que ça existe, parce que c'est pour moi quelque chose d'extraordinaire. Je sais pas le décrire, c'est le fait d'avoir une maman, enfin d'avoir une femme qui me prend, alors que on n'a pas vraiment la souffrance de la maman. Hein. Faut faire attention, on est tout petit. Donc nous, on a souffert du manque après. Parce que petit, on n'a pas vraiment eu le temps d'appréhender papa-maman. Donc finalement, on vit assez bien sans. Moi, pour mon compte personnel, Patrice est tellement sur son petit frère, il est tellement protecteur, il veut tellement tout pour moi, que finalement, j'ai pas trop le manque. Mais quand même, cette gitane, ça m'est resté. Voilà, c'est quelque chose qui m'est resté. Et toi, tu as resté avec eux pour le coup? Et moi, je voulais rester avec eux, parce que moi, j'avais trouvé ça formidable. Bon, la chaleur, le feu, la famille, et Patrice, non. Ça a peut-être aiguillé par la suite l'envie de fonder une famille chez vous deux, ou pas? Ça a été très dur, ça. Oui.
Ça, c'est un traumatisme assez difficile. On a tous les deux eu des carences de la malnutrition, pas de la non-nutrition, mais de la malnutrition. Alors, bouffer des saletés, etc. Patrice ne pouvait pas avoir d'enfant. Il s'est marié 3 fois et il a fini par admettre que ça ne venait pas de ses épouses, mais ça venait de lui. Ça a été d'ailleurs un choc. Hein. Pour moi, c'était un peu la même chose, bien que j'ai eu moins de carences, parce que Patrice me donnait plus facilement un œuf s'il en avait un, et lui ne le prenait pas. Mais j'ai eu les mêmes difficultés. Donc fonder une famille, on a eu l'envie de le faire, mais c'était pas facile. Je veux dire, moi j'ai eu un fils, j'ai mis 10 ans. Et vous allez vous rappeler, je me souviens avec ma première épouse de la méthode Ogino où on faisait les petites barres avec les trucs, etc. Je voulais vraiment avoir un enfant, c'était vraiment important pour moi aussi. Et j'ai mis 10 ans et après on n'a jamais pu en avoir un autre. On voulait absolument avoir une fille. Dans le film elle existe, mais dans la vie non. Il y a des petites choses dans le film qui sont la magie du cinéma, c'est-à-dire faire vivre ce que vous avez rêvé. Donc la partie au Canada, moi je travaille au Canada, j'apprends l'ossature bois, etc., etc. Je suis intéressant, donc je vais très souvent au Canada. Quand Patrice me téléphone pour me dire « Michel, faut que je te dise quelque chose, je peux plus. C'est trop dur, j'ai plus envie de vivre. J'ai tout réussi. Je suis parti de rien, mais je suis arrivé, je dirige la clinique de Schirmeck, etc. Mais c'est trop dur. On a trop souffert. C'est pas possible. Ça m'intéresse pas. La vie m'intéresse plus. Je lui dis, mais écoute, c'est pas possible, on part au Canada. J'ai dit, moi, je travaille au Canada. Viens, on va au Canada, on va dans une cabane, on va en forêt, on passe 3 jours. Moi, je fais des portages en forêt avec des amis, etc. Je lui dis, viens, ça va te faire un bien fou et tout ça. Cette cabane au Canada, et je me disais, je vais peut-être le sauver. Il va changer sa vie, etc. Je vais arriver à le sauver. Donc, pendant un mois, je parle avec lui et toutes les conversations et les silences que vous voyez dans le film, des conversations entre Attal et Kassovitch par rapport à nous, tous ces ressentis-là, je les ai eus au téléphone. Et j'ai dit à Olivier, tu sais, j'aurais tellement voulu l'emmener, j'aurais tellement voulu le sauver. Et Olivier m'a dit, mais Michel, la magie du cinéma, c'est qu'on peut faire vivre ce qui n'existe pas, on peut faire vivre un rêve, et je pense qu'on va mettre ça dans le film, et une conversation au téléphone entre 2 trucs, ça n'a pas d'intérêt, on va mettre ça dans le film, et on va faire vivre. Ton rêve va devenir réalité. Et c'est vrai que quand j'ai vu le film, pas la première fois, mais la deuxième fois, et surtout la 3e fois sur grand écran, parce que là, c'est bon, on en prend en plein. Quand j'ai vu le film sur grand écran et que j'ai vu ces scènes au Canada, etc., je me suis dit, merci mon Dieu, parce que ça existe et j'aurais tellement voulu que ça soit là, quoi, voilà. Et le rêve est devenu réalité. Mais d'ailleurs... Donc, c'est pas la vérité, mais c'est ma vérité. Vous comprenez ce que je veux dire? Les zooms ciné sur les films télédiffusés, sans coupe publicitaire. Vendredi 26, toujours, The Game. Et c'est diffusé sur France 5 à 21h05. Un film réalisé en 1997 par David Fincher, avec Michael Douglas et Sean Penn dans les rôles principaux. Un cadeau d'anniversaire empoisonné, puisqu'il s'agit d'un jeu censé rendre la vie amusante, régi par une mystérieuse organisation. Un terrifiant chaos s'empare de l'univers d'un roi de la finance. Celui-ci devine que c'est sa vie qui est en jeu et qu'il peut perdre. Écoutons la bande originale composée pour ce film par Howard Shore. C'est White Rabbit que nous écoutons et c'est interprété par le groupe Jefferson Airplane. When she's 10 feet tall.
chasing rabbits, and you know you're going to fall. Tell 'em a hookah, a smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small. Les zooms ciné sur les films sortis dans les salles ce mercredi. Poursuivons avec le film Notre Monde, une coproduction du Kosovo et de la France, un film réalisé par Louana Bajrami. Une jeunesse laissée pour compte qui réagit aux tensions politiques et sociales, bien décidée à ne pas se laisser faire. Un apprentissage dur face à la situation d'après la guerre civile au Kosovo. Un film d'une grande puissance au sujet révoltant. Une aspiration à la liberté de tout un peuple qui s'exprime fortement, parfaitement légitime. Les deux actrices principales sont fantastiques et remarquables. Car elles interprètent Zoé et Volta qui quittent leur village en 2007, qui est reculé pour intégrer l'université de Pristina. À la veille de l'indépendance, entre tensions politiques et sociales, les deux jeunes femmes se confrontent au tumulte d'un pays en quête d'identité dont la jeunesse est laissée pour compte. Leur amitié sera indéfectible, mais la vie fera peut-être autrement. Notre Monde, réalisé par Louana Bajrami, que nous avons rencontré aux Rencontres du Sud. Et vous alors, quel est le rapport avec justement cette situation, avec ce pays Alors moi j'ai grandi au Kosovo, toute ma famille est du Kosovo, et effectivement en 2007 j'étais très très jeune, mais toute la jeunesse de ce projet en fait c'est des archives familiales, 30 ans presque avant-guerre, pendant et un peu après, qui m'ont inspiré pour écrire cette histoire et qui après ont été aussi une source de documentation énorme pour peindre cette période, disons, même si je tiens à dire que c'est pas un film historique et que mon but n'était pas, merci beaucoup, mon but n'était pas de faire une reconstitution historique ou quoi, ni un film politique, c'est vraiment une histoire, cette histoire d'amour entre ces deux jeunes femmes fraternelles qui est mise à l'épreuve de la vie. En fait. Il y a des archives en fait qui traînent, mais c'est plutôt des archives personnelles. Je suis pas allée dans la Bibliothèque nationale, pas que de ma famille. Après, je suis allée me renseigner un peu partout, mais c'est vrai que l'écriture a été plutôt instinctive, je dirais, que documentée. Après, j'ai simplement cherché à confirmer ou infirmer que j'étais dans le vrai. C'est-à-dire que la fracture déjà entre la campagne et la ville, elle est immense. Et les moyens ne sont pas encore là non plus, en termes d'études, en termes de... Et en fait, au-delà de ça, au-delà des institutions, c'est juste qu'il y a un manque de perspective pour tous ces jeunes-là. Parce que donc ils ont attendu pendant très longtemps l'indépendance. Quand on a tourné le film, ils attendaient encore la libéralisation des visas, parce qu'on ne pouvait pas circuler librement hors du pays. Ça y est, c'est libre maintenant depuis janvier. Donc l'histoire de ce pays continue de s'écrire, quoi. C'est vraiment un pays en plein développement. Oui, parce que les aspirations justement de la jeunesse sont un petit peu les mêmes dans le monde entier. Je pense. C'est ça le côté universel du film, quoi. Je pense. Aspirer à l'ailleurs, on a toujours envie de voir
comment est l'herbe ailleurs. L'herbe est plus verte. Ouais. Je pense que, en tout cas, ce désir de s'émanciper du carcan, du premier carcan dans lequel on évolue, à savoir la famille, si tant est qu'on en ait une. Mais ça me semble universel, enfin propre à tous, quoi. Ce qui m'a intéressée là, c'est que en fait, on raconte finalement quelque chose d'assez impalpable qui est cette lutte interne qu'elles ont. Et j'avais envie de filmer un peu aussi ce rien. J'avais envie de filmer ce manque de tout, ce temps qui passe. C'est là que je voyais la vérité en fait, et j'avais envie de retranscrire cette réalité-là sans artifice. Ça, enfin, je sais pas, sans prétention, à mon avis, c'est juste quand on a deux prismes sur le monde. Les mettre en confrontation, c'est toujours intéressant. C'est comme ça que je l'ai vu très vite. Ouais, c'est juste deux visions différentes. Je pense que comme je suis pas tout le temps là-bas, et que je ne suis pas que de là-bas, j'ai un œil plus frais, disons, sur les choses qu'on peut oublier quand on est toujours là au quotidien, je pense. Je me suis posé une fois la question, est-ce que j'étais kosovarde ou française, mais j'ai arrêté de me poser cette question. Les zooms ciné sur les films télédiffusés sans publicité. Dimanche 28, sur Arte à 21h, L'année du dragon. Un film réalisé par Michael Cimino en 1985 avec Mickey Rourke et John Lone dans les rôles principaux. New York, 1985. La peur, la colère et la consternation règnent sur Chinatown. La lutte d'un policier contre les gangs du quartier et un jeune homme d'affaires ambitieux. Nous écoutons la bande originale composée par David Mansfield. C'est le thème principal de L'année du dragon. Zoom Ciné sur les films sortis dans les salles cette semaine. Nous continuons avec N'avoue jamais. N'avoue jamais, un film réalisé par Ivan Kalberak avec André Dussolier, Sabine Azema et Thierry Lhermitte dans les rôles principaux. On peut retrouver dans la distribution Joséphine Demeaux et Michel Boujna. C'est l'histoire de François Marceau, ancien haut gradé de la marine, qui est farouchement attaché aux traditions. Pour un homme de principe comme lui, lorsqu'il apprend que son épouse l'a trompé 40 ans plus tôt, une seule solution, divorcer. Mais à 73 ans et après 50 ans de mariage, ce n'est pas si simple. Une situation cocasse pour une comédie menée avec légèreté et emmenée par un trio de comédiens irrésistibles. Des dialogues savoureux et des situations amusantes qui font du bien sur les relations loufoques qu'entretiennent le mari, la femme et l'amant. Tout part d'une lettre ancienne. Si vous voulez garder des secrets, ne pas garder les courriers. Le film part sur une découverte existante, heureusement, sinon il n'y aurait pas eu de film, un joyeux divertissement. Nous retrouvons Ivan Kalberak, que nous avons rencontré aux Rencontres du Sud, en Avignon. En Italie, un Sicilien de 92 ans avait découvert des lettres d'un amant de sa femme, qui datait de 70 ans. Et il a décidé de demander le divorce. Il est devenu le plus vieux divorcé d'Italie. Et ce fait divers nous a beaucoup amusé avec les producteurs parce qu'en fait, il racontait plein de choses en fait. Ça raconte à la fois une blessure d'orgueil, mais aussi, et c'est ce qui m'a intéressé moi,
faire un homme très amoureux de sa femme. En fait, moi, on a travaillé avec André sur l'idée, avec André Dussolier, que en fait, c'est un homme qui est encore très amoureux de sa femme, et c'est une blessure d'amour, en fait. Et au bout de combien de temps il y a prescription? C'est une question qui reste ouverte, parce que c'est vrai que si c'était l'année dernière, il pourrait avoir du mal à la pardonner. Elle estime que ça fait longtemps, donc mais lui, il ne le vit pas du tout comme ça. Et même la justice, d'ailleurs, se pose ce genre de questions. Au bout de combien de temps un fait est prescrit ou pas. Et donc voilà, on est parti de ça, et je me suis mis à écrire le scénario. Là, c'était juste un couple. Moi, j'ai eu envie d'en faire l'histoire aussi d'une famille, parce que je suis passionné par ça, par la transgénéalogie, par ce qu'on hérite de ses parents, par ce qu'on lègue à nos enfants. Et puis, je voulais l'histoire d'un homme qui, en fait, va aller de catastrophe en catastrophe. En fait, c'est une mécanique comique où toute son obstination à obtenir réparation va l'amener à des situations de pire en pire pour lui, et presque à remettre sa femme dans les bras de cet amant, malgré lui, évidemment. C'est un sujet plein de ressorts de comédie, justement. Oui, voilà. C'est le prétexte à... C'est vrai que l'idée, c'était de faire une pure comédie avec des acteurs qui sont hyper forts là-dedans. Parce que André Dussolier, Sabine Azéma, Thierry Lhermitte, c'est des machines de guerre en comédie. C'était les retrouvailles de Michel Boujna et de André Dussolier. Ils n'avaient pas rejoué depuis 3 hommes et un couffin. Et ils étaient hyper contents de se retrouver. Parce qu'ils étaient restés amis, mais ils n'avaient jamais retravaillé ensemble. Et Sabine Azéma, André, c'est évidemment un couple mythique. Et c'est un bonheur de les réunir. Franchement, en comédie pure, ils sont incroyables. Et voilà, c'est vrai que j'avais envie de faire un film léger, un film qui soit... on vit dans une époque assez anxiogène, on va pas se le cacher. Et j'avais envie de faire un film où on oublie un peu tous nos soucis pendant 1h30, quelque chose de ludique, parfois même burlesque. Il y a des moments qui sont carrément du comique visuel, ce que j'ai pas souvent fait. J'ai voulu vraiment proposer une pure comédie, un pur moment de plaisir. En fait, le fait qu'il soit général, ça incarnait bien cette rigidité du personnage, et ça crédibilisait le fait qu'il ne veuille pas lui pardonner. Et puis justement, ça m'intéressait de prendre un profil vraiment rigide, un personnage où on a tout de suite les codes, on voit tout de suite à qui on a affaire, et puis il va s'humaniser, cet homme. Et puis en même temps, il est très amoureux de sa femme, ce qui le rend aussi assez touchant. Et puis il est trompé, donc forcément, on a tous été... blessés en amour, je pense, on a tous été jaloux. Et ça montre, ce film, je pense qu'à n'importe quel âge, on peut être jaloux, on peut être blessé, on peut être amoureux, on peut... parce qu'ils sont plus tout jeunes, ces personnages, mais en fait, ils se comportent comme des adolescents, quelque part. Et je crois que notre cœur, dans les sentiments, on vieillit jamais vraiment. Thierry Lhermitte, moi, je trouve que c'est une rencontre entre un personnage et un rôle. Parce que je trouve que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu aussi touchant, aussi... il est toujours aussi beau, il a un charme fou. Et quand on découvre que l'amant de sa femme, c'est Thierry Lhermitte, on a un sérieux problème. On se dit que c'est pas gagné. Et en plus, il est hyper sympathique, donc on voulait lui casser la gueule, mais il est prof de karaté et en plus hyper sympathique. Donc j'ai essayé de choisir l'amant qui le mettrait le plus en danger, André Dussolier. Et puis lui, c'est un vieux garçon, il a pas construit, donc il est complètement en opposition avec le couple. Et du coup, il symbolise un petit peu... potentiellement une sorte de fantasme pour cette femme qui, elle, s'est rangée, qui a vécu tout le temps, elle se marie. Et voilà, et du coup, ce que je trouve très ironique, c'est que lui, il se remet à la draguer, quoi. Il lâche pas l'affaire. Et est-ce que vous vous êtes posé la question sur les personnes, justement, qui gardent autant de temps du courrier qui pourrait être compromettant? Est-ce que vous avez trouvé une réponse ou pas à ça? Pour moi, il y a un côté, je pense qu'effectivement, il y a des gens qui gardent chez eux des choses qui pourraient être compromettantes et qui les mettent dans un grenier, qui oublient même qu'ils les ont mises. Vous voyez, notre mémoire, elle est bizarre, et parfois, il y a des choses qu'on va oublier même d'avoir faites. Et ce grenier, pour moi, il est un peu le symbole de l'inconscient, quelque part. Il va aller fouiller dans son inconscient et il va trouver quelque chose. Et effectivement, de toute façon, c'est une histoire vraie. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça. Donc, non, mais on peut se poser la question, pourquoi on garde? Parce que c'est vrai que parfois, c'est des histoires douloureuses, où on veut garder peut-être un souvenir. Parce que je pense que quand on a été aimé, ou quand on a aimé, des lettres d'amour, c'est du pain béni, c'est impossible de les jeter. Quelqu'un qui vous a autant aimé à un moment de sa vie, c'est difficile à jeter des lettres d'amour quand on a vécu un grand amour.
Enfin, moi, je les ai jamais jetées, mes lettres d'amour. Les lettres d'amour qu'on m'a envoyées. Et si ma copine maintenant les trouve, voilà, on sait pas ce qui va se passer. Hein, mais normalement, elles sont bien rangées. Hein. Mais oui, c'est impossible à jeter. Une lettre d'amour, je pense qu'on attend tous, on a tous envie d'être aimé à un moment de sa vie. N'avoue jamais, c'est le titre qu'on a préféré parce qu'il est interpellant, il est mystérieux, il est ludique. Il est aussi le titre d'une chanson qui est inscrite dans notre inconscient collectif. Souvent je dis, mon film s'appelle N'avoue jamais, et la personne me dit N'avoue jamais, jamais. Ça clôt en plus le film dans le générique de fin. Donc c'était, en fait, quand on a trouvé ce titre, on s'est dit que c'était idéal. Voilà. Mais j'adore la chanson de Béclo, Je reviens te chercher, qui a un double sens, parce que qui revient chercher qui? Les zooms ciné sur les films télédiffusés, sans coupure publicitaire. Lundi 29 sur Arte. À 20h55, c'est La Veuve Couder. Souvenez-vous, c'était en 1971. Pierre Granier-Defer réunissait Simone Signoret et Alain Delon dans les rôles principaux. Alain Delon interprétait un bagnard en cavale qui est embauché par une veuve dans une ferme isolée. Il devient son amant et celui de sa belle-sœur. Il sera rattrapé par son passé. Écoutons la bande originale composée par Philippe Sard. Les zooms ciné sur les films sortis dans les salles ce mercredi. Que notre joie demeure, un film réalisé par Cheyenne Caron, un film français d'après une histoire vraie. L'histoire du père Jacques Hamel et d'Adèle Kermiche, deux destins qui se sont croisés pour le pire. En juillet 2016, Adèle Kermiche a tué le père Jacques dans son église. Le parcours chaotique tourné vers la destruction a anéanti une vie tournée vers l'autre et le sacré. Pourtant, de cet anéantissement a jailli mondialement un témoignage de bonté, celui du père Jacques. Un prêtre discret dont la vie d'engagement était tournée vers son prochain. À Saint-Étienne-du-Rouvray, dans la ville frappée par cet attentat, musulmans et chrétiens ont renforcé leur dialogue dans le respect. L'histoire se passe donc en 2016 et nous permet de réfléchir sur ce qui arrive de plus en plus souvent aujourd'hui et qui pousse notre questionnement sur l'embrigadement et la radicalisation par des cellules islamistes qui divisent les musulmans entre eux et qui attisent la haine. Que faire pour y remédier? C'est vrai qu'il en était déjà question dans le film sorti la semaine dernière, Amal, un esprit libre, de Jawad Ralib. Alors ce film traite le sujet avec bienveillance et avec un dialogue fort intéressant entre chrétiens et musulmans, afin que ce genre de tragédie ne se reproduise plus. Un film de résilience et d'espérance
pour que tous puissent vivre en harmonie. Une histoire dramatique où il est question de pardon réciproque pour un film qui n'est pas manichéen, mais qui éclaire sur la situation afin que notre joie demeure, même si ce n'est pas facile. Un message de paix et de tolérance qui ne se fera que par le dialogue. Il reste des ponts à bâtir et à franchir. N'hésitons pas. Un dernier film que nous avons sélectionné pour vous avec les entretiens que nous avons eus. Et nous terminons donc cette rubrique, les Zooms ciné sur les films à l'affiche dans les salles, avec le film de Leila Kilani, Indivision. Un film surprenant pour une histoire qui mélange les genres avec adresse. Une histoire de terre disputée qui traite de la propriété avec un regard porté sur sa division. Il y a des choses qui devraient être indivisibles, ce qui éviterait des tensions familiales ou bien entre les peuples. Un hymne écologique et poétique en même temps, dans un superbe lieu où les cigognes sont venues d'instinct pour survivre dans un coin de nature accueillant. Les images sont superbes. Une intrigue que l'on cherche au fil des images est mêlée à tout cela, que l'on découvrira à la fin. Je ne vous en dirai pas plus. Un film singulier mené par une enfant qui est l'avenir d'un monde à améliorer. Écoutons maintenant l'entretien que nous avons eu aux rencontres de Gérard May avec la réalisatrice. Nous sommes avec Leila Kilani. Donc vous avez réalisé un film qui s'appelle Indivision. C'est ça. Alors, ce film-là, moi, il est un peu surprenant. Alors je prends comme qualificatif. Oui, si vous mais êtes parce surpris... qu'en même temps, il mélange beaucoup de choses. C'est-à-dire que il y a plusieurs genres. On sent qu'il y a de nombreux sujets à traiter dans ce film. Et c'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais est-ce que dès le départ, c'était justement l'accumulation de tout ça qui a fait que vous avez mêlé plusieurs histoires que vous avez... Moi, j'aime bien. Ça doit être mon côté, je sais pas. J'aime bien en fait avoir justement casser les genres, c'est-à-dire quand vous avez dit surpris, moi vous pouvez pas me rendre plus heureuse, c'est-à-dire que j'aime bien un rapport au cinéma qui soit un peu un tube à essai, un peu que ça pétille, que ça pulse, que ça puisse peut-être déstabiliser, pas en espérant que ça puisse toucher ou enchanter, mais en tout cas, j'aime bien ce que vous avez dit, si vous avez été surpris. Il y a effectivement un thriller, c'est d'abord un conte, en fait. C'est un conte qui part du conte oriental par excellence, qui est Les Mille et une nuits, avec une Sherazade 2.0. Et cette Sherazade 2.0, en fait, elle joue sa vie à chaque histoire publiée sur les réseaux sociaux. Et elle est aussi l'emblème d'une certaine inquiétude au monde de sa génération. Elle est adolescente, elle vit dans une famille qui possède un territoire, qui est en héritage au milieu d'une forêt, donc c'est un conte. Et cette forêt va rentrer en révolution, c'est-à-dire que tous ses habitants, riches, pauvres, désaxés, oiseaux et vivants, vont faire tourner la terre à l'envers. Les Zooms ciné sur les avant-premières et les séances spéciales dans les cinémas partenaires. Le mardi 30 avril, au cinéma Le Prado, à 18h50 et à 21h30 en version française, The Fall Guy. Le même film est diffusé le même jour, le mardi 30 avril, mais à 21h30 et en version originale sous-titrée, donc que vous pouvez voir à l'Arplex. Autre avant-première au Prado, mercredi 1er mai, à 15h30, Super Lion. Un film d'animation pour les plus jeunes. Prenez votre téléphone, composez le 06 09 17 41 64 et nous vous offrons des places de cinéma pour le mardi 30 avril pour l'avant-première du film The Fall Guy, un film qui parle de l'histoire d'un cascadeur. C'est un film qui est sur le cinéma, sur le métier de cascadeur. Il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu de film fait là-dessus. Et c'est Ryan Gosling dans le rôle principal et Emily Blunt à ses côtés. Donc ce film est à 21h30 le mardi 30 avril en version originale sous-titrée à l'Arplex Canebière à Marseille. Appelez-nous et nous vous offrons une invitation pour 2 personnes. Les Zooms ciné sur les formations cinéma format et ciné-zoom. C'est encore les vacances scolaires dans la région marseillaise. Eh bien, il y aura encore un stage de réalisation
ou d'autres stages ou des ateliers si vous préférez, donc téléphonez-nous au 06 09 17 41 64. Cela se déroulera à Marseille. Ce sera au 119 rue de l'Olivier dans le 5e le 29 avril. C'est la prochaine session pour pouvoir assister à ces formations. Et ensuite, il y aura des stages. Nous en reparlerons bien sûr. Toutes les vacances d'été, du 8 juillet jusqu'au 30 août, il y aura des stages de réalisation où là, vous ferez un film au poste occupé. Donc voilà, donc on vous apprendra à tenir une caméra, à jouer la comédie. On vous apprendra également à écrire une histoire. On vous apprendra tout ça. Donc, et le résultat, ce sera un film que vous aurez entre les mains, un film de court-métrage. Donc 5 jours de formation pendant tout l'été. Ça commence à téléphoner, donc inscrivez-vous parce que les places sont limitées. Une nouveauté avec les activités de Cinézoom. Cinézoom devient officiellement informateur et formateur à la Cité des métiers de Marseille. C'est gratuit et c'est sur inscription. Les ateliers, eux, par contre, ne seront pas gratuits. Mais les journées d'information seront gratuites. Nous avons commencé aujourd'hui, ce mercredi 24 avril, et donc pendant 3 heures, eh bien, nous avons eu une quinzaine de personnes, et cela a été bénéfique pour tout le monde. Alors, si vous voulez vous inscrire pour la prochaine session, eh bien, allez sur le site lacitedesmétiers.fr et vous vous faites inscrire sur Info Métiers, les métiers du cinéma. Ce sera le mercredi 29 mai de 9h30 à 12h à Marseille. Info Métiers, les métiers du cinéma. Venez vous informer sur tout ce qu'il est possible de faire à Marseille et dans les alentours, et si vous voulez pratiquer ces métiers-là. Si les professionnels veulent se joindre à moi pour donner ces informations, une fois par mois, bien sûr, ils se remplaceront, ce ne sera pas toujours les mêmes. Et plus tard, si vous voulez, vous êtes professionnel, donner des cours avec Cinézoom, que vous soyez acteur, que vous soyez réalisateur, que vous soyez chef opérateur, preneur de son, costumière, directeur de casting ou directrice de casting, eh bien, vous êtes les bienvenus. Nous pourrons mettre en place ces ateliers avec vous. Il est temps de se quitter. Je vous dis à la semaine prochaine. Ce sera bien sûr le 1er mai, mais notre émission aura quand même lieu. Consommez énormément cette émission. Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une mission, une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de Cinézoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site cinezoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas.